Bon, vous avez pu croire que j'ai entrepris la dernière fois de vous faire l'histoire et l'éloge du discours raciste. Vous n'avez pas eu tout à fait tort, à ceci près, toutefois, que ce n'est pas tout à fait du discours raciste dont j'ai voulu faire l'éloge et l'histoire, je dirais plutôt du discours de la guerre ou de la lutte des races. Parce que je crois qu'il faut réserver l'expression de racisme ou de discours raciste à quelque chose qui n'a été au fond qu'un épisode, un épisode particulier, localisé, de ce grand discours de la guerre ou de la lutte des races. Le discours raciste, ça en a été un épisode, une phase, ça en a été, à vrai dire, plutôt même le retournement, la reprise en tout cas à la fin du XIXe siècle du discours de la guerre des races, une reprise de ce discours, de ce vieux discours déjà séculaire à ce moment-là, dans des termes sociobiologiques, et ceci à des fins essentiellement de conservatisme social et dans un certain nombre de cas au moins de domination coloniale. Ceci étant dit, pour situer un peu à la fois le lien et la différence entre discours raciste et discours de la guerre des races, eh bien c'est bien l'éloge de ce discours de la guerre des races que je voulais faire, l'éloge en ce sens que j'aurais voulu montrer comment, pendant un temps au moins, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'au moment où il se retourne en un discours raciste, eh bien, ce discours de la guerre des races a fonctionné comme une contre-histoire. Et c'est un petit peu de cette fonction de contre-histoire que je voudrais vous parler aujourd'hui. Voici en gros ce que je voudrais dire. Il me semble qu'on peut, d'une manière peut-être un peu hâtive, schématique, mais en somme assez juste pour l'essentiel, dire que le discours historique, le discours des historiens, cette pratique qui consiste à raconter l'histoire, eh bien cette pratique est restée longtemps ce qu'elle était au Moyen-Âge, ce qu'elle était dans l'Antiquité et ce qu'elle était encore au Moyen-Âge. Elle est restée longtemps apparentée au rituel de pouvoir. Apparentée au rituel de pouvoir, je veux dire ceci, il me semble que le discours de l'historien, on peut le comprendre comme une sorte de cérémonie parlée ou écrite, qui doit produire dans la réalité à la fois une justification du pouvoir et un renforcement de ce pouvoir. Il me semble que la fonction traditionnelle de l'histoire, depuis les premiers analystes romains jusque tard encore dans le Moyen-Âge, peut-être au XVIIe siècle encore, et peut-être plus tardivement aussi, semble que l'histoire a pour fonction de dire le droit du pouvoir et d'en intensifier l'éclat. C'est-à-dire double rôle, si vous voulez. D'une part, en racontant l'histoire, et l'histoire des rois, des puissants, des souverains, de leur victoire, éventuellement de leur provisoire défaite, il s'agit de lier juridiquement les hommes au pouvoir par la continuité de la loi qu'on fait apparaître à l'intérieur de ce pouvoir et dans son fonctionnement. Il s'agit de lier juridiquement les hommes donc à la continuité du pouvoir et par la continuité du pouvoir. Il s'agit aussi de les fasciner par l'intensité à peine soutenable de la gloire de ces exemples et de ces exploits. Le joug de la loi et l'éclat de la gloire, ça noterait, si vous voulez, les deux faces par lesquelles le discours historique vise à un certain effet de renforcement du pouvoir. L'histoire, comme les rituels, comme les sacres, comme les funérailles, comme les cérémonies, comme les récits légendaires, eh bien, est un opérateur, un intensificateur de pouvoir. Et cette fonction, ou cette double fonction du discours historique, il me semble qu'on peut la retrouver dans les trois axes, si vous voulez, traditionnels du discours historique au Moyen-Âge. Si vous voulez, l'axe généalogique,
raconter l'antiquité des royaumes, ressusciter les grands ancêtres, retrouver les exploits des héros fondateurs des empires ou des dynasties. Bon, eh bien, dans cette sorte de tâche généalogique, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, il s'agit de faire que la grandeur des événements ou des hommes passés puisse cautionner la valeur du présent, transformer sa petitesse et sa quotidienneté en quelque chose également d'héroïque et de juste. Cet axe généalogique de l'histoire, que l'on trouve essentiellement dans les formes de récits historiques sur les anciens royaumes et sur les grands ancêtres, eh bien, cet axe généalogique doit dire l'ancienneté du droit, il doit montrer le caractère ininterrompu du droit du souverain. Il doit par conséquent, par là, montrer la force indéracinable qu'il possède encore dans le présent. Et enfin, la généalogie doit majorer le nom des rois et des princes de toutes les renommées qui les ont précédés. Les grands rois fondent donc le droit des souverains qui leur succèdent et ils transmettent aussi leur éclat à la petitesse de leurs successeurs. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler la fonction généalogique du récit historique. Il y a aussi la fonction de mémorisation, que l'on va trouver au contraire, non pas dans les récits d'Antiquité et dans la résurrection des anciens rois et des héros, mais au contraire dans les annales et les chroniques tenues au jour le jour ou de l'année à l'année, au cours même de l'histoire. Cet enregistrement permanent de l'histoire que pratiquent les analystes, eh bien, il sert à quoi? Il sert lui aussi à renforcer le pouvoir. Il est aussi une sorte de rituel de pouvoir, et il montre que ce que font les souverains et ce que font les rois, eh bien, ce n'est jamais vain, ce n'est jamais inutile ou petit, ce n'est jamais au-dessous de la dignité du récit. Tout ce qu'ils font peut et mérite d'être dit. Il faut en garder perpétuellement le souvenir, ce qui signifie quoi? Eh bien, que du moindre fait et geste d'un roi, on doit et on peut et on doit faire une action d'éclat et un exploit, et en même temps, on inscrit comme une sorte de loi pour ses sujets, d'obligation en tout cas pour ses successeurs, chacune de ses décisions. L'histoire, donc, rend mémorable, et en rendant mémorable, elle inscrit les gestes dans un discours qui contraint, et elle mobilise les moindres faits dans des monuments qui vont le rendre, le pétrifier et le rendre en quelque sorte indéfiniment présent. Enfin, troisième fonction de cette histoire comme fonction d'intensification du pouvoir, c'est la mise en circulation des exemples. L'exemple, c'est la loi vivante ou ressuscitée. L'exemple permet de juger le présent, permet de le soumettre à une loi plus forte que lui. L'exemple, c'est en quelque sorte la gloire de cette loi, c'est la loi fonctionnant dans l'éclat d'un nom. L'ajustement de la loi et de l'éclat à un nom, c'est en cela que l'exemple a force et fonctionne comme une sorte de point par lequel, d'élément par lequel le pouvoir va se trouver renforcé. Schématiquement, lier et éblouir, subjuguer en faisant valoir des obligations et en intensifiant l'éclat de la force, il me semble que ce sont là les deux fonctions qu'on trouve sous les différentes formes de l'histoire telle qu'elle était pratiquée aussi bien dans la civilisation romaine que dans les sociétés du Moyen-Âge. Or, ces deux fonctions, lier et éblouir, subjuguer en faisant valoir des obligations et en intensifiant l'éclat de la force, eh bien, ces deux fonctions, vous le voyez, elles correspondent très exactement aux deux aspects du pouvoir tel qu'il était représenté dans les religions, dans les rituels, dans les mythes, dans les légendes romaines et, d'une façon générale, indo-européennes. Dans le système indo-européen de représentation du pouvoir, il y a toujours ces deux aspects, ces deux faces qui sont conjuguées perpétuellement. L'aspect juridique, le pouvoir lit,
il lie par l'obligation, il lie par le serment, il lie par l'engagement, il lie par la loi. Et d'un autre côté, le pouvoir a une fonction, un rôle, une efficace magique. Le pouvoir éblouit, le pouvoir pétrifie. Jupiter, dieu hautement représentatif du pouvoir, Jupiter, dieu par excellence de la première fonction et du premier ordre dans la tripartition indo-européenne. Jupiter, c'est à la fois le dieu au lien et le dieu de foudre. Eh bien, je crois que l'histoire telle qu'elle fonctionne encore au Moyen-Âge, avec ses recherches d'antiquité, ses chroniques au jour le jour, ses recueils d'exemples mis en circulation, l'histoire du Moyen-Âge, c'est bien, je crois, encore et toujours cette représentation du pouvoir, cette représentation qui n'en est pas simplement l'image, mais qui en est aussi la procédure de revigoration. L'histoire, c'est le discours du pouvoir, le discours des obligations par lesquelles le pouvoir soumet, c'est aussi le discours de l'éclat par lequel le pouvoir fascine, terrorise, immobilise, bref, liant et immobilisant, le pouvoir est fondateur et garant de l'ordre. Eh bien, l'histoire, c'est précisément le discours par lequel ces deux fonctions qui assurent l'ordre vont être intensifiées et rendues plus efficaces. D'une façon générale, on peut donc dire, je crois, que le discours, jusque tard encore dans notre société, l'histoire a été une histoire de la souveraineté, une histoire qui se déploie dans la dimension et dans la fonction de la souveraineté. C'est une histoire jupitérienne. Et en ce sens, l'histoire telle qu'on l'a pratiquée au Moyen-Âge était encore en continuité, et en continuité directe avec l'histoire des Romains, l'histoire telle que l'a racontée les Romains, celle de Tite-Live ou celle des premiers annalistes. Et ceci non seulement dans la forme même du récit, non seulement par le fait que les historiens du Moyen-Âge n'ont jamais vu de différence, de discontinuité, de rupture entre l'histoire romaine et la leur, celle qu'ils racontaient, mais je crois que la continuité entre l'histoire telle qu'on l'a pratiquée au Moyen-Âge et l'histoire telle qu'on l'a pratiquée dans la société romaine, semble que cette continuité était plus profonde encore, dans la mesure où le récit historique des Romains, comme le récit historique du Moyen-Âge, avait une certaine fonction politique. Cette fonction politique, c'était précisément d'être un rituel de renforcement de la souveraineté. Bon. Voilà, si vous voulez, l'espèce esquissé grossièrement, de fond à partir duquel, je crois, on peut essayer de resituer, de caractériser dans ce qu'il peut avoir de spécifique cette nouvelle forme de discours qui apparaît justement à l'extrême fin du Moyen-Âge, à dire vrai même au XVIe, au début du XVIIe siècle, qui ne va plus être du tout le discours de la souveraineté, mais qui va être le discours, non même pas de la race, mais des races, de l'affrontement des races, de la lutte des races à travers les nations et les lois. Et dans cette mesure-là, je crois que c'est une histoire qui est absolument antithétique de l'histoire de la souveraineté telle qu'elle était constituée jusque-là. C'est la première histoire non romaine, c'est la première histoire anti-romaine que l'Occident ait connue. Pourquoi anti-romaine ? Pourquoi contre-histoire par rapport à ce rituel de souveraineté dont je vous parlais tout à l'heure, pour un certain nombre de raisons qui sont, je crois, qui apparaissent, je crois, facilement. D'abord pour celle-ci. C'est que dans cette histoire des races et de l'affrontement permanent des races sous les lois et à travers elles, eh bien, ce qui se passe, c'est que apparaît, ou plutôt disparaît, l'identification implicite que l'histoire de type précédent, l'histoire, disons, de la souveraineté, des souverainetés, faisait apparaître entre le peuple et son monarque, la nation et son souverain. Désormais, dans ce nouveau type de discours et de pratique historique, dans ce nouveau type, eh bien, la souveraineté ne va plus lier l'ensemble en une unité qui sera précisément l'unité de la cité, de la nation, de l'État,
La souveraineté a une fonction particulière, elle ne lie pas, elle asservit. Et au postulat que l'histoire des grands contient a fortiori l'histoire des petits, au postulat que l'histoire des forts emporte avec elle l'histoire des faibles, eh bien, on va substituer un principe d'hétérogénéité. L'histoire des uns n'est pas l'histoire des autres. On va découvrir, ou en tout cas, on va affirmer que l'histoire des Saxons, vaincus après la bataille d'Hastings, n'est pas celle des Normands qui ont été vainqueurs à cette même bataille. On va apprendre que ce qui est victoire pour les uns est défaite pour les autres. Ce qui fut la victoire des Francs et de Clovis, il faut bien la lire aussi inversement, comme la défaite, la mise en asservissement, l'esclavage des Gallo-Romains. Ce qui est droit d'un côté, ce qui se présente comme loi ou obligation, si l'on regarde du côté du pouvoir, eh bien le nouveau discours va le faire apparaître comme abus, comme violence, comme exaction, dès lors que l'on se place de l'autre côté. Après tout, la possession de la terre par les grands féodaux, l'ensemble des redevances qu'ils réclament, eh bien, va apparaître et va être dénoncé comme acte de violence, confiscation, pillage, redevance de guerre prélevée violemment sur les populations soumises. Par conséquent, la grande forme de l'obligation générale, dont l'histoire intensifiait la force en chantant la gloire du souverain, eh bien cette grande forme de l'obligation générale se défait et on voit apparaître au contraire la loi comme une réalité à double face, triomphe des uns, soumission des autres. En ceci donc, c'est l'histoire qui apparaît alors, l'histoire de la lutte des races est une contre-histoire. Je crois qu'elle l'est également en d'une autre façon et plus importante encore. Non seulement en effet cette contre-histoire dissocie l'unité de la loi souveraine qui oblige, mais par-dessus le marché, elle brise la continuité de la gloire. Elle fait apparaître que la lumière, ce fameux éblouissement du pouvoir, n'est pas quelque chose qui pétrifie, solidifie, immobilise le corps social tout entier et par conséquent le maintient dans l'ordre. En fait, c'est une lumière qui partage, qui éclaire d'un côté, mais laisse dans l'ombre ou rejette dans la nuit une autre partie du corps social. Et précisément, l'histoire, la contre-histoire qui naît avec le récit de la lutte des races, cette contre-histoire va parler du côté de l'ombre, à partir de cette ombre. Elle va être le discours de ceux qui n'ont pas la gloire, ou de ceux qui l'ont perdue, et qui se trouvent maintenant, pour un temps peut-être, mais pour longtemps sans doute, dans l'obscurité et dans le silence. Ce qui fait que ce discours qui apparaît à la différence du champ ininterrompu par lequel le pouvoir se perpétuait, se renforçait en montrant son antiquité et sa généalogie, eh bien, ce discours, à la différence de ce champ, va être une prise de parole irruptive, il va être un appel. Nous n'avons pas derrière nous de continuité, nous n'avons pas derrière nous la grande et glorieuse généalogie où la loi et le pouvoir se montrent dans leur force et dans leur éclat. Nous sortons de l'ombre, nous n'avions pas de droit et nous n'avions pas de gloire, et c'est précisément pour cela que nous prenons la parole et que nous commençons à dire notre histoire. Cette prise de parole apparente, vous le voyez, ce type de discours, non pas tellement à la recherche de la grande jurisprudence ininterrompue d'un pouvoir fondé depuis longtemps, mais une sorte de rupture prophétique. Ce qui fait également que ce nouveau discours va se rapprocher d'un certain nombre de formes épiques ou mythiques ou religieuses qui, au lieu de raconter la gloire sans tache et sans éclipse du souverain, s'attachent au contraire à dire, à formuler le malheur des ancêtres, les exils et les servitudes,
Il va énumérer moins les victoires que les défaites sous lesquelles on se courbe, et on se courbe pendant tout le temps où il faut encore attendre la terre promise et l'accomplissement des vieilles promesses qui rétabliront justement et les anciens droits et la gloire perdue. Vous voyez par conséquent qu'on voit se dessiner avec ce nouveau discours de la guerre des races quelque chose qui, au fond, se rapproche bien plus de l'histoire mythico-religieuse des Juifs que de l'histoire politico-légendaire des Romains. On est beaucoup plutôt du côté de la Bible que du côté de Tite-Live, beaucoup plus dans une forme hébraïco-biblique que dans une forme de l'analyste qui raconte au jour le jour l'histoire et la gloire ininterrompue du pouvoir. Je crois que d'une façon générale, il ne faut jamais oublier que la Bible a été, à partir de la seconde moitié du Moyen-Âge au moins, la grande forme dans laquelle se sont articulées les objections religieuses, morales, politiques, au pouvoir des rois et au despotisme de l'Église. La forme biblique, la forme du discours biblique, comme d'ailleurs très souvent la référence même au texte biblique, a fonctionné dans la majeure partie des cas comme objection, critique, discours d'opposition. Jérusalem a toujours été objectée au Moyen-Âge, a été objectée à toutes les Babylones ressuscitées. Et Jérusalem a toujours été objectée contre la Rome éternelle, la Rome des Césars, ou celle encore qui versait le sang des justes dans les cirques. Jérusalem, c'est l'objection religieuse, c'est l'objection politique au Moyen-Âge. La Bible a été l'arme de la misère et des insurrections. Elle a été la parole qui soulève contre la loi et contre la gloire, contre la loi injuste des rois et contre la vaine gloire de l'Église. Dans cette mesure, je crois qu'il n'est pas étonnant de voir apparaître à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, à l'époque de la Réforme et à l'époque aussi de la Révolution anglaise, une forme d'histoire qui est strictement opposée à l'histoire de la souveraineté et des rois, à l'histoire romaine, et de voir cette nouvelle histoire articulée sur la grande forme biblique de la prophétie et de la promesse. Pour une troisième raison aussi, le discours historique qui apparaît à ce moment-là peut être considéré comme une contre-histoire opposée à l'histoire romaine. Et ceci pour la raison que voici. C'est que, vous le voyez, la fonction de la mémoire va, dans ce nouveau discours historique, changer tout à fait de sens. Dans l'histoire, disons, de type romain, la mémoire avait essentiellement à assurer le non-oubli, c'est-à-dire le maintien de la loi et la majoration perpétuelle de l'éclat du pouvoir à mesure qu'il dure. Au contraire, la nouvelle histoire qui apparaît va avoir à déterrer quelque chose qui a été caché, et qui a été caché non seulement parce que négligé, mais aussi parce que soigneusement, délibérément, méchamment travesti et masqué. Au fond, ce que la nouvelle histoire veut montrer, c'est que le pouvoir, les puissants, les rois, les lois ont caché qu'ils étaient nés dans le hasard et dans l'injustice des batailles. Après tout, Guillaume le Conquérant ne voulait pas justement être appelé le Conquérant, car il voulait masquer que les droits qu'il exerçait, ou les violences qu'il exerçait sur l'Angleterre étaient des droits conquis. Il voulait apparaître comme le successeur dynastique légitime, masquer donc le nom de conquérant, tout comme après tout, Clovis se promenait avec un parchemin pour faire croire qu'il devait sa royauté à la reconnaissance d'un César romain et incertain. Ils essaient, ces rois injustes et ces rois partiels, de se faire valoir pour tous et au nom de tous,
Ils veulent bien qu'on parle de leur victoire, mais ils ne veulent pas qu'on sache que leur victoire, c'était la défaite des autres, c'était notre défaite. Donc, le rôle de l'histoire sera de montrer que les lois trompent, que les rois se masquent, que le pouvoir fait illusion et que les historiens mentent. Ce ne sera donc pas une histoire de la continuité, ce sera une histoire du déchiffrement, une histoire de la détection du secret, du retournement de la ruse, de la réappropriation d'un savoir détourné ou enfoui. Ce sera le déchiffrement d'une vérité scellée. Enfin, quatrièmement, je crois que cette histoire qui apparaît XVIe, XVIIe siècle, cette histoire de la lutte des races, est une contre-histoire en un autre sens, à la fois plus simple, plus élémentaire et plus fort aussi. C'est que, loin d'être un rituel inhérent à l'exercice, au déploiement, au renforcement du pouvoir, elle en est non seulement la critique, mais l'attaque et la revendication. Le pouvoir est injuste, non pas parce qu'il a été déchu de ses plus hauts exemples, il est injuste tout simplement parce qu'il n'est pas à nous. En un sens, on peut dire que cette nouvelle histoire, comme l'ancienne, entreprend bien de dire le droit à travers les péripéties du temps, mais il ne s'agit pas d'établir la longue jurisprudence d'un pouvoir qui a toujours conservé ses droits. Il ne s'agit pas de montrer que le pouvoir est là où il est et qu'il a toujours été là où il est encore. Il s'agit de revendiquer des droits méconnus, c'est-à-dire de déclarer la guerre en déclarant des droits. Le discours historique de type romain pacifie la société, justifie le pouvoir, fonde l'ordre, ou l'ordre des trois ordres qui constituent le corps social. Le discours, au contraire, dont je vous parle, qui se déploie à la fin du XVIe siècle, qu'on peut dire, si vous voulez, un discours historique de type biblique, eh bien, ce discours historique déchire la société, ne parle de droit juste que pour déclarer la guerre aux lois. Bon, je voudrais résumer tout ceci en faisant, si vous voulez, l'espèce de proposition suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et peut-être au-delà encore, il y a eu une histoire, un discours et une pratique historique qui était un des grands rituels discursifs de la souveraineté, d'une souveraineté qui apparaissait et se constituait à travers lui comme une souveraineté unitaire, légitime, ininterrompue et éclatante. À cette histoire a commencé à s'opposer une autre, une contre-histoire, qui est celle de la servitude sombre, de la déchéance, qui est celle de la prophétie et de la promesse, qui est aussi l'histoire du savoir secret à déchiffrer, à retrouver et à déchiffrer, qui est celle enfin de la déclaration jumelle et simultanée des droits et de la guerre. L'histoire de type romain, c'était au fond une histoire profondément inscrite dans le système indo-européen de représentation et de fonctionnement du pouvoir. Elle était liée à coup sûr à l'organisation des trois ordres au sommet duquel se trouvait l'ordre de la souveraineté, et cette histoire est restée par conséquent forcément liée à un certain domaine d'objets, liée à un certain type de personnage, si vous voulez. Elle est restée liée à la légende des héros et des rois, parce qu'elle était le discours du double aspect magique et juridique de la souveraineté. Cette histoire de modèle romain et à fonction indo-européenne s'est trouvée contrainte par une histoire de type biblique, de type quasi-hébraïque, qui a été, depuis la fin du Moyen-Âge, le discours de la révolte et de la prophétie, du savoir et de l'appel au retournement violent de l'ordre des choses. Ce discours, ce nouveau discours, est lié non plus à une organisation ternaire comme le discours historique des sociétés indo-européennes, c'est un discours qui est lié à une perception et à une répartition binaire de la société et des hommes, d'un côté les uns et de l'autre les autres,
les injustes et les justes, les maîtres et ceux qui leur sont soumis, les riches et les pauvres, les puissants et ceux qui n'ont que leurs bras, les envahisseurs de fer et ceux qui tremblent devant eux, les despotes et le peuple qui gronde, les gens de la loi présente et ceux de la patrie future. C'est au milieu du Moyen-Âge, je crois, que Pétrarque a posé cette question que je trouve assez étonnante et en tout cas fondamentale. Il disait ceci: qu'y a-t-il donc dans l'histoire qui ne soit la louange de Rome? Eh bien, je crois que par cette seule question, il caractérisait d'un mot l'histoire telle qu'effectivement elle avait toujours été pratiquée, non seulement dans la société romaine, mais dans cette société médiévale à laquelle lui-même Pétrarque appartenait. Eh bien, il me semble que quelques siècles après Pétrarque, naissait en Occident une histoire qui précisément comprenait tout autre chose que la louange de Rome, où il s'agissait tout au contraire de démasquer Rome comme une nouvelle Babylone, et où il s'agissait de revendiquer contre Rome les droits perdus de Jérusalem. Une toute autre forme d'histoire, une toute autre fonction du discours historique naissait. On pourrait dire, si vous voulez, que c'est, avec cette histoire, le commencement de la fin de l'historicité indo-européenne, je veux dire, d'un certain mode indo-européen de dire et de percevoir l'histoire. À la limite, on pourrait dire que quand naît le grand discours sur l'histoire de la lutte des races, eh bien, quand naît ce discours, l'Antiquité finit. Et par Antiquité, je veux dire cette conscience de continuité que l'on avait encore tard dans le Moyen-Âge avec l'Antiquité. Bon, le Moyen-Âge, bien sûr, il ignorait qu'il était le Moyen-Âge, mais je veux dire, il ignorait qu'il n'était pas l'Antiquité, qu'il n'était plus l'Antiquité. Rome était encore présente et fonctionnait comme une sorte de présence historique permanente et actuelle à l'intérieur du Moyen-Âge. Rome était divisée, était perçue comme divisée en 1000 canaux qui traversaient l'Europe, mais tous ces canaux étaient censés remonter à Rome. Il ne faut pas oublier que toutes les histoires politiques nationales, ou pré-nationales, si vous voulez, qui s'écrivaient à ce moment-là, se donnaient toujours comme point de départ un certain mythe troyen. Toutes les nations d'Europe revendiquaient d'être nées de la chute de Troie. Être nées de la chute de Troie voulait dire que toutes les nations d'Europe, tous les États d'Europe, toutes les monarchies d'Europe revendiquaient d'être les sœurs de Rome. Et c'est ainsi que la monarchie française était censée dériver de Francus, la monarchie anglaise d'un certain Brutus, la monarchie... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin bon, chacune des grandes dynasties se donnait dans les fils de Priam des ancêtres qui assuraient un lien de parenté généalogique avec la Rome antique. Et au XVIe siècle encore, un sultan de Constantinople, au XVe quoi, un sultan de Constantinople écrivait au doge de Venise: mais pourquoi nous ferions-nous la guerre, puisque nous sommes frères? Les Turcs, on le sait bien, sont nés de l'incendie de Troie, sont sortis de l'incendie de Troie, et ils sont descendants aussi de Priam. Les Turcs, disait-il, on sait bien qu'ils sont les descendants de Turcus, fils de Priam, comme Aîné, comme Francus, etc. Rome est donc présente à l'intérieur même de cette conscience historique du Moyen-Âge, pas de rupture entre Rome et puis ces royaumes innombrables que l'on voit apparaître à partir du 5e, 6e siècle. Or, ce que le discours de la lutte des races va faire apparaître, c'est précisément cette espèce de rupture qui va renvoyer dans un autre monde quelque chose qui va apparaître dès lors comme une antiquité. Apparition d'une conscience de rupture qui n'avait pas été reconnue jusque-là. Surgissent dans la conscience de l'Europe des événements qui n'étaient jusque-là que de vagues péripéties, qui n'avaient pas au fond entamé la grande unité, la grande légitimité, la grande force éclatante de Rome.
apparaissent des événements qui vont maintenant constituer les vrais commencements de l'Europe, commencement de sang, commencement de conquête. Ce sont les invasions des Francs, les invasions des Normands. Apparaît quelque chose qui va précisément s'individualiser comme le Moyen-Âge, et vous savez qu'il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que dans la conscience historique soit isolé cette espèce de phénomène qui s'appellera la féodalité. Apparaissent de nouveaux personnages, les Francs, les Gaulois, les Celtes. Apparaissent aussi ces autres personnages plus généraux que sont les gens du Nord et les gens du Midi. Apparaissent les dominateurs et les soumis, les vainqueurs et les vaincus. Ce sont ceux-là maintenant qui entrent sur le théâtre du discours historique et qui en constituent désormais le référentiel principal. L'Europe, ce peuple de souvenirs et d'ancêtres dont elle n'avait jusque-là jamais fait la généalogie, elle se fissure surtout en partage binaire qu'elle ignorait jusque-là. Une toute autre conscience historique à la fois se constitue et se formule à travers ce discours sur la guerre des races et cet appel à sa résurrection. Je crois que dans cette mesure-là, on peut identifier l'apparition du discours sur la guerre des races avec toute une autre organisation du temps dans la conscience, dans la pratique, dans la politique même de l'Europe. À partir de là, eh bien, je voudrais faire un certain nombre de remarques. Premièrement, je voudrais insister sur ce fait que le discours historique de la guerre des races, ce discours, il serait, je pense, erroné de considérer qu'il appartient de plein droit et totalement aux opprimés, qu'il a été, au moins en son origine, essentiellement le discours des asservis, le discours du peuple, une histoire revendiquée et parlée par le peuple. En fait, il faut bien voir tout de suite que c'est un discours qui a été doté d'un grand pouvoir de circulation, d'une grande aptitude à la métamorphose, d'une sorte de polyvalence stratégique. Il est vrai qu'on le voit s'esquisser d'abord peut-être dans des thèmes eschatologiques ou dans des mythes qui ont accompagné des mouvements populaires dans la seconde moitié du Moyen-Âge, mais il faut remarquer qu'on le retrouve très vite, tout de suite, dans la forme de l'érudition historique, du roman populaire ou des spéculations cosmobiologiques. Il a été longtemps un discours des oppositions, des différents groupes d'opposition. Il a été, circulant très vite de l'un à l'autre, un instrument de critique et de lutte contre une forme de pouvoir, mais qui a été partagé entre les différents ennemis ou les différentes formes d'opposition à ce pouvoir. Et on le voit en effet servir ce discours sous ses différentes formes. On le voit servir à la pensée radicale anglaise au moment de la révolution du XVIIe siècle, mais quelques années après, on voit ce même discours, à peine transformé, servir à la réaction aristocratique française contre le pouvoir de Louis XIV. Au début du XIXe siècle, il a été lié à coup sûr au projet post-révolutionnaire d'écrire enfin une histoire dont le sujet vrai serait le peuple, mais quelques années après, vous le voyez servir à la disqualification des sous-races colonisées. Donc, mobilité, polyvalence de ce discours, son origine à la fin du Moyen-Âge ne l'a pas suffisamment marqué pour qu'il ne fonctionne politiquement que dans un sens. Deuxième remarque, dans ce discours où il est question de la guerre des races et où le terme de race apparaît assez tôt, il est bien entendu que ce mot même de race n'est pas épinglé à un sens biologique stable. Cependant, le mot de race n'est pas absolument flottant, il désigne finalement un certain clivage historico-politique, large sans doute, mais relativement fixe. On dira, et dans ce discours on dit qu'il y a deux races, lorsque on fait l'histoire de deux groupes qui n'ont pas la même origine locale, deux groupes qui n'ont pas, au moins à l'origine, la même langue et souvent pas la même religion, deux groupes qui n'ont formé une unité et un ensemble politique qu'au prix de guerre, d'invasion, de conquête, de bataille,
de victoire et de défaite, bref, de violence. Un lien qui n'est établi qu'à travers la violence de la guerre. Enfin, on dira qu'il y a deux races, lorsqu'il y a deux groupes qui, malgré leur cohabitation, ne se sont pas mélangés à cause de différences, de dissymétries, de barrages qui sont dus aux privilèges, aux coutumes et aux droits, à la répartition des fortunes et au mode d'exercice du pouvoir. Troisième remarque, je voudrais dire ceci. C'est que donc on peut reconnaître deux grandes morphologies, deux grands foyers principaux, deux fonctions politiques du discours historique. D'un côté, l'histoire romaine de la souveraineté, de l'autre, l'histoire biblique de la servitude et des exils. Je ne crois pas que la différence entre ces deux histoires soit exactement la différence entre un discours officiel et, disons, un discours rustique, un discours si conditionné par les impératifs politiques qu'il n'était pas capable de produire du savoir. En fait, ce savoir, cette histoire qui se donnait pour tâche le déchiffrement des secrets et la démystification du pouvoir, a produit au moins autant de savoir que celui qui essayait de reconstituer la grande jurisprudence ininterrompue du pouvoir. Je crois même qu'on pourrait dire que les grands déblocages, les moments féconds dans la constitution du savoir historique en Europe, eh bien ces moments féconds, on peut les situer à peu près au moment d'une sorte d'interférence, de choc entre l'histoire, disons, de la souveraineté et l'histoire de la guerre des races. Par exemple, au début du XVIIe siècle en Angleterre, lorsque le discours qui racontait les invasions et la grande injustice des Normands contre les Saxons est venu interférer avec tout un travail historique que les juristes, disons, monarchistes étaient en train d'entreprendre pour raconter l'histoire ininterrompue du pouvoir des rois d'Angleterre. C'est le croisement de ces deux pratiques historiques qui a amené l'explosion de tout un champ de savoir. De la même façon, lorsque, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, la noblesse française a commencé à faire sa généalogie, non pas dans la forme de la continuité, mais au contraire, dans la forme de privilèges qu'ils auraient eus autrefois, puis qu'ils auraient perdus et qu'il s'agirait de récupérer, toutes les recherches historiques qui se sont faites sur cet acte sont venues interférer avec l'historiographie de la monarchie française telle que Louis XIV l'avait fait constituer, et de là encore une formidable extension du savoir historique. De même, au début du XIXe siècle, autre moment fécond, lorsque le discours sur l'histoire du peuple et de sa servitude et de ses asservissements, lorsque l'histoire des Gaulois et des Francs, l'histoire des paysans et du tiers-État est venue interférer avec l'histoire juridique des régimes. Donc, interférence perpétuelle et production de champs et de contenus de savoir à partir de ce choc entre l'histoire de la souveraineté et l'histoire de la lutte des races. Autre remarque aussi, c'est que, à travers ou malgré toutes ces interférences, c'est évidemment du côté de l'histoire, j'allais dire biblique, en tout cas du côté de l'histoire revendication, de l'histoire insurrection, que s'est placé le discours révolutionnaire, celui de l'Angleterre au XVIIe siècle et celui de la France et de l'Europe au XIXe. Cette idée de la révolution, qui traverse bien sûr tout le fonctionnement politique et toute l'histoire de l'Occident depuis maintenant plus de 2 siècles. Cette idée de révolution, qui est d'ailleurs dans son origine et dans son contenu finalement fort énigmatique, je crois qu'on ne peut pas la dissocier de l'apparition et de l'existence de cette pratique d'une contre-histoire. Après tout, que signifierait, que pourrait être l'idée et le projet révolutionnaire sans d'abord ce déchiffrement des dissymétries, des déséquilibres, des injustices et des violences qui fonctionnent malgré l'ordre des lois, qui fonctionnent sous l'ordre des lois, qui fonctionnent à travers et grâce à l'ordre des lois.
Que serait l'idée, la pratique, le projet révolutionnaire sans la volonté de remettre au jour une guerre réelle, une guerre qui s'est déroulée, qui continue à se dérouler, mais que précisément l'ordre silencieux du pouvoir a pour fonction et pour intérêt d'étouffer et de masquer. Que serait la pratique, le projet et le discours révolutionnaire sans la volonté de réactiver cette guerre à travers un savoir historique précis, et l'utilisation de ce savoir comme instrument dans cette guerre et comme élément tactique à l'intérieur de la guerre réelle que l'on mène. Que voudrait dire le projet et le discours révolutionnaire sans la visée d'un certain retournement final du rapport des forces et le déplacement définitif dans l'exercice du pouvoir. Déchiffrement des dissymétries, remise au jour de la guerre, réactivation qui n'a pas cessé de travailler l'Europe depuis au moins la fin du XVIIIe siècle. Ça n'en est pas le tout, mais vous voyez que c'en est tout de même une trame importante, et une trame importante qui est précisément celle qui avait été formée, définie, mise en place, organisée dans le grand discours, dans cette grande contre-histoire qui racontait depuis la fin du Moyen-Âge la lutte des races. Il ne faut pas oublier après tout que Marx, à la fin de sa vie, en 1882, écrivait à Engels en lui disant « Mais notre lutte des classes, tu sais très bien où nous l'avons trouvée chez les historiens français quand ils racontaient la lutte des races ». L'histoire du projet et de la pratique révolutionnaire n'est pas, je crois, dissociable de cette contre-histoire qui a rompu avec la forme indo-européenne de pratiques historiques liées à l'exercice de la souveraineté. L'histoire du projet et de la pratique révolutionnaire n'est pas dissociable de l'apparition de cette contre-histoire qui est l'histoire des races et du rôle que leurs affrontements ont eu dans l'Occident. On pourrait dire, si vous voulez, d'un mot, qu'on a commencé à quitter, à la fin du Moyen-Âge, au XVIe ou au XVIIe siècle, une société dont la conscience historique était encore de type romain, c'est-à-dire dont la conscience historique était encore centrée sur les rituels de la souveraineté et sur ses mythes, et puis qu'on est entré dans une société de type, disons, moderne, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, que le mot moderne est évidemment vide de sens, dans une société de type moderne, dont la conscience historique n'est pas centrée sur la souveraineté et le problème de sa fondation, mais la conscience historique est centrée sur la révolution, ses promesses et ses prophéties d'affranchissement futur. On comprend alors, à partir de là, je crois, comment et pourquoi le discours sur la lutte des races a pu devenir, au milieu du XIXe siècle, un nouvel enjeu. C'est qu'en effet, au milieu du XIXe siècle, au moment où ce discours sur la lutte des races était en train de se déplacer, ou de se traduire, ou de se convertir en un discours révolutionnaire, où la notion de lutte de race allait être remplacée par celle de lutte de classe. Et encore, quand je dis milieu du XIXe siècle, c'est trop tard, c'est déjà la première moitié du XIXe, puisque vous savez que cette opération, transformation de lutte de race en lutte de classe, a été opérée par Thiers. Au moment donc où se fait cette conversion, vous voyez que d'un autre côté, il était normal que l'on essaie de recoder en termes, non pas de lutte de classe, mais de lutte de race, mais de race au sens biologique et médical du terme, cette vieille contre-histoire. Et c'est ainsi qu'au moment où se forme une contre-histoire de type révolutionnaire, va se former une autre contre-histoire, mais qui sera contre-histoire dans la mesure où elle écrasera dans une perspective biologico-médicale la dimension historique qui était présente dans ce discours. Et c'est ainsi que vous voyez apparaître quelque chose qui va être justement le racisme, reprenant, reconvertissant, mais détournant
la forme, la visée, la fonction même du discours sur la lutte des races, un racisme qui va se caractériser par le fait que le thème de la guerre historique, avec ses batailles, ses invasions, ses pillages, ses victoires, ses défaites, tout cela va être remplacé par le thème biologique post-évolutionniste de la lutte pour la vie, non plus bataille au sens guerrier, mais lutte au sens biologique, différenciation des espèces, sélection du plus fort, maintien des races les mieux adaptées, etc. De même, le thème de la société binaire, partagée entre deux races, deux groupes étrangers par la langue, le droit, etc., eh bien, ce thème va être remplacé par celui d'une société qui sera au contraire biologiquement moniste, qui aura simplement ceci, qu'elle sera menacée par un certain nombre d'éléments hétérogènes, mais d'éléments hétérogènes qui ne lui sont pas essentiels, qui ne partagent pas le corps social, le corps vivant de la société en deux parties hostiles, mais des éléments qui sont en quelque sorte accidentaux. Ça sera ce sera l'idée d'étrangers qui sont infiltrés, ce sera le thème des déviants qui sont les sous-produits de cette société. Enfin, le thème de l'État qui était nécessairement injuste dans la contre-histoire des races, eh bien, le thème de l'État injuste va se transformer en thème inverse. L'État n'est pas l'instrument d'une race contre une autre, l'État est et doit être le protecteur, l'intégrité de la supériorité et de la pureté de la race. L'idée de la pureté de la race, avec tout ce qu'elle comporte à la fois de monisme et d'étatique et de biologique, c'est cela qui va se substituer à l'idée de la lutte des races. Lorsque le thème de la pureté de la race se substitue à celui de la lutte des races, je crois que le racisme est né, ou la conversion de la contre-histoire en un racisme biologique est en train de s'opérer. Le racisme n'est donc pas, vous le voyez, lié par accident au discours et à la politique anti-révolutionnaire de l'Occident. Ce n'est pas simplement un édifice idéologique additionnel qui serait apparu à un moment donné dans une espèce de grand projet anti-révolutionnaire. Au moment où le discours de la lutte des races se transformait d'un côté en discours révolutionnaire, eh bien, le racisme a été la pensée, le projet, le prophétisme révolutionnaire retourné dans un autre sens à partir de cette même racine qui était le discours de la lutte des races. Le racisme, c'est littéralement le discours révolutionnaire, mais à l'envers. Ou encore, on peut dire ceci, c'est que si le discours des races en lutte, a bien été l'arme utilisée contre le discours historico-politique de la souveraineté romaine, le discours de la race au singulier, a été une manière de retourner cette arme, d'en utiliser le tranchant au profit de la souveraineté conservée de l'État, d'une souveraineté dont l'éclat et la vigueur ne sont pas maintenant assurés par des rituels magico-juridiques, mais par des techniques médico-normalisatrices. Au prix d'un transfert qui a été le transfert de la loi à la norme, du juridique au biologique, au prix d'un passage qui a été celui du pluriel des races au singulier de la race, au prix d'une transformation qui a fait du projet d'affranchissement le souci de la pureté, eh bien, la souveraineté de l'État a investi et l'a repris en compte, réutilisé dans sa stratégie propre le discours de la lutte des races. Et la souveraineté de l'État en a fait ainsi l'impératif de la protection de la race comme une alternative et un barrage à l'appel révolutionnaire qui dérivait lui-même de ce vieux discours des luttes, des déchiffrements, des revendications et des promesses. Enfin, je voudrais à cela ajouter encore une chose, c'est ceci, c'est que ce racisme ainsi constitué comme la transformation alternative au discours révolutionnaire
vieux discours de la lutte des races, eh bien, ce racisme a subi encore au XXe siècle deux transformations. Donc, apparition à la fin du XIXe siècle de ce qu'on pourrait appeler un racisme d'État, racisme biologique et centralisé, et c'est ce thème qui a été, sinon profondément modifié, du moins transformé et utilisé dans des stratégies spécifiques au XIXe siècle. On peut en repérer essentiellement deux. D'une part, la transformation nazie, qui reprend le thème mis en place à la fin du XIXe siècle d'un racisme d'État chargé de protéger biologiquement la race, mais ce thème, il est repris, converti en quelque sorte sur le mode régressif, de manière à le réimplanter, à le faire fonctionner à l'intérieur d'un discours prophétique qui était celui justement dans lequel était apparu autrefois le thème de la lutte des races. Et c'est ainsi que le nazisme va réutiliser toute une mythologie populaire et quasi médiévale pour faire fonctionner le racisme d'État dans un paysage idéologico-mythique qui se rapproche de celui des luttes populaires qui avaient pu, à un moment donné, supporter et permettre de formuler le thème de la lutte des races. Et c'est ainsi que le racisme d'État à l'époque nazie va être accompagné de tout un tas d'éléments et de connotations, comme celle par exemple de la lutte de la race germanique, asservie pendant un temps par de provisoires vainqueurs. Ces provisoires vainqueurs, ça a toujours été pour l'Allemagne, eh bien, les puissances européennes, les Slaves, le traité de Versailles, etc. C'est accompagné aussi du thème du retour du héros, des héros, réveil de Frédéric et réveil de tous ceux qui ont été les guides et les fureurs de la nation, le thème de la reprise d'une guerre ancestrale, thème aussi de l'avènement d'un Reich nouveau, qui est l'empire des derniers jours, qui doit assurer le triomphe millénaire de la race, mais qui est aussi, d'une façon nécessaire, l'imminence de l'apocalypse et du dernier jour. Donc, si vous voulez, reconversion ou réimplantation, réinscription nazie du racisme d'État dans la légende des races en guerre. Et en face de cette transformation nazie, vous avez la transformation de type soviétique. La transformation de type soviétique qui consiste à faire en quelque sorte l'inverse, non pas une transformation dramatique et théâtrale, mais une transformation subreptice, une transformation sans dramaturgie légendaire, mais transformation qui est diffusément scientiste et qui consiste à rabattre le discours révolutionnaire, celui justement qui était par beaucoup de ces éléments issus du vieux discours de la lutte des races, reprendre ce discours révolutionnaire des luttes sociales et le rabattre sur la gestion d'une police qui assure l'hygiène silencieuse d'une société ordonnée. Ce que le discours révolutionnaire désignait comme l'ennemi de classe va devenir, dans le racisme d'État soviétique, va devenir une sorte de danger biologique. L'ennemi de classe, qui c'est maintenant? Eh bien, c'est le malade. L'ennemi de classe, c'est le déviant. L'ennemi de classe, c'est le fou. Et par conséquent, l'arme qui devait autrefois lutter contre l'ennemi de classe, arme qui était celle de la guerre ou qui était éventuellement celle de la dialectique et de la conviction, eh bien cette arme, elle ne peut plus être maintenant qu'une police médicale qui élimine comme un ennemi de race l'ennemi de classe. On a donc d'un côté la réinscription nazie du racisme d'État dans la vieille légende des races en guerre et réinscription soviétique de la lutte de classe dans les mécanismes muets d'un racisme d'État. Et c'est ainsi que le champ rauque des races qui s'affrontent à travers des mensonges des lois et des rois, ce champ qui, après tout, a porté la forme première du discours révolutionnaire, est devenu la prose administrative d'un État qui se protège
au nom d'un patrimoine social à garder pur. Donc, gloire et infamie du discours des races en lutte, c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Ce discours qui nous a détachés à coup sûr d'une conscience historico-juridique centrée sur la souveraineté et qui nous a fait entrer dans une forme d'histoire, dans une forme de temps, à la fois rêvée et su-rêvée et connue, où la question du pouvoir ne peut plus être dissociée de celle des servitudes, des libérations et des affranchissements. Pétrarque, je vous le disais tout à l'heure, se demandait qu'y a-t-il donc dans l'histoire qui ne soit la louange de Rome. Eh bien, nous, ce qui caractérise sans doute notre conscience historique et qui est lié à l'apparition de cette contre-histoire, nous nous demandons qu'y a-t-il donc dans l'histoire qui ne soit l'appel ou la peur de la révolution. Et nous ajoutons simplement cette question: et si Rome à nouveau conquérait la révolution? Eh bien, alors, après ces cavalcades, j'essaierai la prochaine fois, enfin à partir de la prochaine fois, de reprendre un peu cette histoire du discours des races dans certains de ses points au XVIIe siècle, au début du XIXe et au XXe siècle.